Ce soir, nous allons parler d'un problème qui nous intéresse tous, les salaires. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir les gars. Salut. Comment ça va? Ah, je vous ai eu là. Je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Tu t'y attendais pas. Qu'est-ce que je veux dire? On parle des salaires, mais je croyais qu'on parlait de Kenji Chirac et les armes à feu. Eh ben pas du tout. Pas du tout, parce que bon, les Trop de la baisse. les accidents d'armes à feu de Kenji Chirac, j'y crois pas tellement. Enfin bon. Bah on en saura plus beaucoup plus tard. Bah voilà, c'est ça. Parce que bon, oui, parce que je me permets, mais c'est ça, il s'est tiré tout seul dessus, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est cela. Mais ils ont trouvé quand même une arme dans les, dans les taillis un peu plus loin. Je vais faire un bis repetita par rapport à l'émission d'il y a 15 jours. Lui au moins, hein, Alain? Oui. Lui, il a tiré. Bon, il faut référence Et voilà. à l'émission d'il y a 15 Ça jours. commence très clochette. fort. Voilà. Alors, je vous demande pas comment ça va les gars, parce que ça a l'air d'aller. Hein. Mais cette histoire, je pense qu'on va en entendre parler. C'est pas clair. Oui, peut-être même qu'on fera un sujet là-dessus. Mais bon, Oui. ça, seul Sur l'avenir les nous Colts le dira. Sur les Colts. Oui, sur les Colts, oui, c'est tout. Oui, sur Je dirais même sur les l'autorisation Colts. Non, des mais armes. rigolez pas, on n'a jamais fait une émission sur les armes. Oui, c'est vrai, oui. Est-ce que vous avez vu la série La Fièvre sur Canal+? Pas encore. Eh mais bah, regardez-la, elle parle exactement de ça. Ouais, mais j'ai pas Canal+. c'est la série. Faut avoir des amis, Philippe. Faut avoir c'est des une bonne amis qui ont les raison, codes. Ah oui, Ouais, et ben moi j'ai pas de code non plus parce que j'ai pas Canal Plus non plus. Voilà, oui, il fallait, oui. Alors bon, on va clore le chapitre Canal Plus. Par contre, on va ouvrir un chapitre qui t'interpelle en particulier, Laurent. C'est un sujet En particulier. Faut pas oublier le i. On va parler des disques. Oui. Alors en fait, on va faire un sujet rapide là-dessus parce que nul n'était sans le savoir que samedi dernier c'était le Record Store Day. Bah oui, ça s'appelle comme ça à la base. Le disque RD en France. Et en France, c'est devenu le disque Day. Donc c'est quoi le C'est plus disque facile à RD? dire. Oui, Ouais. mais c'est quoi? Alors normalement, C'est quoi c'est une journée annuelle de promotion organisée par les disquaires indépendants afin d'inciter le public à se rendre bien sûr dans leur boutique. Alors D'accord. le nombre de disquaires indépendants a été à un moment en forte diminution. En fait, oui. c'était un petit peu pour contrecarrer le fait que les disquaires, il y en avait de moins en moins, et en plus, il y avait de plus en plus de téléchargements musicaux. Donc ils ont créé cet événement. Alors cet événement a été créé surtout en lien avec la vente des comics, tu sais, les bandes dessinées. Oui. Et donc ça a été créé fin 2007 par deux gars qui s'appellent Michael Cutts et Chris Brown. Et donc ils se sont inspirés de ça. Et ils ont organisé cette manière de promouvoir de nouveau les disques, mais uniquement sur le secteur indépendant. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne touche pas la grande distribution. Ça ne touche pas des magasins. Alors, je ne sais pas si on a le droit de les citer, Mathieu. Allez, la Fnac, par exemple, Cultura, voilà. Ça, ce ne sont pas des indépendants. Eux, normalement, ne sont pas dans cet événement. Et du coup, il y avait personne du Havre. Alors... Bah non, je c'est vais vrai. t'en parler. Ouais, je vais t'en parler un peu. Il y avait personne. Alors, il y en avait, oui et non. Donc, en fait, au démarrage, pour finir un petit peu l'histoire du RSD, comme on dit si bien, Oui. donc elle va vraiment, en 2010, battre des records de vente assez incroyables. On va avoir, nous, en France, le Discardé, comme disait Mathieu, en 2009. Et elle est organisée donc pour la première fois par l'association Calife, qui gère donc la musique, sous le nom de Discardé. Et il va y avoir grosso modo, une centaine de magasins qui vont y participer.
Alors, durant la semaine du Record Store Day, Discard Day, on peut dire que la vente de disques micro-sillons, donc ce qu'on appelle maintenant les vinyles, a explosé de 119% et celle des singles à 529%. Alors, donc, ça ils a ont été... vendu peut-être pas beaucoup au départ. Bah non. Voilà. Non, mais de toute façon, voilà, ça a boosté les vinyles reviennent très fort à la mode, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas un artiste qui sort pas son disque en vinyle, quoi. Tout à fait. Absolument. Mais après, alors, pour te donner un chiffre, il a généré la première année 300 000 euros sur la première année, et la deuxième année 600 000 euros. Donc c'est quand même le double, quoi. C'est un bon Incroyable. chiffre, hein, comme dirait l'autre. Alors, le problème, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est que les gens, en fait, est-ce qu'ils achètent le vinyle, pour la musique, ou est-ce qu'ils achètent le vinyle pour l'objet ? Ah, voilà. Parce que j'ai vu un autre chiffre de 15% de gens qui achètent les vinyles sans les ouvrir et sans les écouter. Donc, on achète l'objet. Ah, c'est mon cas. Moi, j'ai c'est le mien aussi. J'ai une petite collection de vinyles là que je commande au bureau. J'ai pas de platine chez moi. Et non, mais je pense qu'effectivement, il y a des gens qui font des collections. Et souvent, je rachète des vinyles, des rééditions de trucs que j'ai adorés, qui étaient jamais sortis en vinyle et qui sont réédités en vinyle actuellement parce que c'est la mode. Et donc, je rachète des vinyles. Mais effectivement, j'ouvre un petit peu le plastique une fois pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais je le mets jamais sur une platine. Ouais. J'en ai pas. Bah, on est deux. Moi, j'en ai racheté une. Mais t'as racheté une platine ? Et tu rachètes des vinyles quand même ? Alors, non, parce que j'ai récupéré tous mes vieux vinyles qui étaient à la maison chez mes parents. Et donc, on a récupéré ça. Et puis, on a récupéré ceux d'Eric chez sa maman. Et puis, bon, on écoute de temps en temps un petit vinyle. C'est sympa. Ah oui, moi je suis plutôt fan. Hein. Alors, mais c'est chiant quand même. Ouais. Ah non, pourquoi ? Parce que moi j'écoute pas de vinyle parce que en fait genre au bout de 15 minutes, 20 minutes, faut que tu retournes la face. Si t'es dans une soirée avec des amis, soit tu passes ton temps en cuisine, soit tu te passes ton temps à la platine du vinyle. vinyle. Je te raconte une anecdote. Vas-y. La première fois que j'ai acheté un compact disque pour écouter mes nouveaux CD. Non. Mes parents, il y avait une fête à la maison et puis je mets un disque et puis papa me dit oh là là, la qualité du son c'est formidable, extraordinaire. Bon, le disque se finit, je vais en mettre un autre. Et puis il me dit attends, je vais voir comment tu fais. La prochaine fois c'est moi qui vais y aller. Et donc je lui dis tu vois c'est simple, t'appuies sur ce bouton là pour sortir le disque, là tu le mets comme ça, clac, puis ça part tout seul. Et puis le disque se finit, je vois papa qui court à la platine et puis rien. Alors il me dit bah ça marche pas ton truc. Je dis bah si, qu'est-ce que ça fait? Il me dit bah j'ai retourné le disque. C'est un truc qui a te bousillé la platine. Ouais, exactement. Alors moi il y a quand même un truc. Alors moi c'est un truc, les vinyles ça m'intéresse pas. J'ai connu vu mon grand âge l'époque des vinyles, puis on est passé au CD et le CD ça a été un soulagement pour moi parce que s'il y a un truc que je supportais pas sur les disques, c'était les craquements. Ah ouais, mais c'est qui fait le je suis charme. pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah, ça fait le charme de tout. Le CD, ça fait un son métallique aussi. Ça faisait un son un peu plus métallique. Alors au départ, oui. Alors il y a une raison technique. Ça, je peux vous l'expliquer. C'est que les premières platines CD, étaient dans la norme, ok, etc. Mais les circuits de conversion étaient pas des circuits de conversion performants. Et c'est pour ça qu'est apparu le quadruple échantillonnage, puis l'octuple, puis le 16 tuple, je sais pas comment on dit, parce que, et là ça a franchement amélioré le son. Ça a franchement amélioré le son. Alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, sur une platine disque, si on écoutait vraiment le son qui passait, ça donnerait un truc complètement nasillard comme ça, ça serait une horreur. Et donc il y a des préamplis et c'est ça qui donnait la chaleur qu'on connaissait au disque, parce que ça transformait un son qui était nasillard en quelque chose d'entendable. Alors ça, attention, c'était si on avait une bonne chaîne, si on avait une bonne platine disque, parce que si on avait en plus de ça une chaîne pourrie, ça donnait rien de bon. Je suis d'accord avec toi que les premières platines laser avaient un son qui était très froid, mais ça s'est franchement bien amélioré par la suite.
On a augmenté le chauffage. Bah voilà. Non, mais Exactement. moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve même que sur un gramophone, en 78 tours, ça a plein de charme d'écouter ça, quoi. Même si ça craque beaucoup, même si le son est pas bon. Enfin, je sais pas, c'est toute une époque, quoi. Enfin, moi, j'adore. Ouais, alors tu vois, tous les goûts sont dans la nature parce qu'en fait, Ouais, tu j'ai vas tous les avoir des mauvais gens. goûts, peut-être, mais... Non, alors je me suis pas permis, je dirais jamais ça, mais effectivement, bon, en ce qui me concerne, moi je suis absolument pas prêt à revenir au vinyle. Alors je sais que mon fils, lui, il a une platine disque et il passe des vinyles et il trouve ça super. Moi, absolument Alors que c'est pas. un musicien. Et alors que c'est un musico. Ben oui, bien sûr. Mais moi perso, Et je pense que c'est pour ça aussi. je pense aussi Parce que lui, il retrouve peut-être le la son, chaleur. la En chaleur plus, du c'est un son. bassiste. Hein. Alors lui, bon, question du son, ouais. Tout à fait. Alors, on reprend quand même l'idée à la base Oui, du discardé, c'était oui. de récompenser donc les disquaires indépendants pour leur travail donc tout au long de l'année, et les maisons de disques donc leur donner l'exclusivité, la vente de certains albums pressés spécialement pour l'occasion. Donc c'était effectivement l'opportunité d'acquérir des disques plutôt intéressants et surtout à des prix abordables. Alors, le problème, c'est le prix aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses qui posent problème dans ça. C'est le prix. Aujourd'hui, on peut vous sortir un triple album, un live. On est aux alentours de 80 à 90 euros. Quand même. Ah ouais. Donc, le coût du prix pas cher, c'est mort. En plus, il y a eu entre deux l'augmentation des vinyles, sans parler du jour du Discard Day, les vinyles ont augmenté. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on est sur des prix qui défient toute concurrence et qui plus est en cette année 2024. Et en plus, derrière, le plus marrant, c'est que normalement, vous devez aller chercher ce disque que vous n'avez pas forcément dans tous les disquaires et vous allez vous casser les pieds pour l'avoir. Il va falloir être là au bon moment. Sauf que je me suis aperçu un truc l'année dernière, c'est que beaucoup de disques vinyles du Record Store Day, tu les retrouvais ailleurs. Tu les retrouvais ailleurs. Ah oui. Et moi, j'ai retrouvé et même des fois à des prix moins chers. Des fois, il fallait juste attendre un petit peu. T'avais le même disque, beaucoup moins cher que quand il est sorti. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu trop victime de son succès et je pense qu'il y a un vrai foutage de gueule. Alors pour en revenir sur le Havre, j'ai fait le Discard Day au Havre. La misère. Il y a pas d'indépendant au Havre. Alors si, t'en as 2, 3 et enfin t'en as même un peu plus. Il y en a au moins 3. Bon, moi, je suis sur mais le y en site a un- là de ceux qui ont Ah oui, il y en a qui participé au l'ont pas Discard fait. Day. Mais Il y en a un il y a au qui- moins 3 disquaires Alors, indépendants. je vais pas Il y en a citer zéro. son nom. Il y On en peut. a un qui est non, je vais pas le faire parce qu'il m'en a pas donné l'autorisation. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit, tu sais, Laurent, moi, j'ai plus trop envie de le faire ce truc-là parce que c'est de la connerie en barre. Parce que au De niveau la des façon dont prix- tu le limites, on sait tout de suite qui c'est. Ouais. Pour ceux qui connaissent, oui, on sait qui c'est. Par contre, c'est un des plus connus sur le Havre. C'est vrai. Et c'est celui qui s'y connaît, à mon humble avis, le plus. Et lui, il veut plus le faire. Maintenant, bon, il se pose quand même la question de le refaire, parce que derrière, ça génère quand même une certaine clientèle, venue, oui. des ventes qui ne sont pas négligeables. Et là, on travaille sur du vinyle neuf. Parce que dans ce magasin-là, par exemple, pour ne pas le citer, il est beaucoup sur l'occasion. Maintenant, il me dit, tu te rends compte que moi, je vends un pressage des années 70 beaucoup moins cher qu'un pressage d'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal ? Je suis pas sûr. Oui, non, c'est sûr. Donc, voilà, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est Mais que... Moi, quand Ouais. je suis sur le site du Discard Day, là, j'ai mis 76. Alors, j'en ai un de Paris, je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais, 76, bien sûr. hein, c'est planté. Mais j'en ai 2. Autrement, c'est 2 à Rouen, un rue Beauvoisine, puis un rue de la Vicomté. C'est tout. Alors, t'en Surtout avais... le 76. T'en avais sur le Havre, je crois qu'il y avait le bar Les Azous qui faisait quelque chose. Ouais, de il y avait mémoire. que le Ouais. bar Les Azous qui participait à l'opération du Discard Day en faisant une bourse au disque. Mais Ouais. ça Ah voulait oui, pas mais dire qu'ils c'est- étaient. c'est pas un disquaire. C'est pas un Voilà. disquaire. C'est pas Parce un que moi, disquaire. j'ai cherché deux albums, je les ai jamais trouvés. Hein. Jamais. Que tu savais en réédition ce jour-là, Que je savais qu'ils sortaient pour ce dont jour-là. le David Bowie par exemple. Bien sûr. Alors, je courais pas derrière sur ce David Bowie, mais je me suis dit, je vais aller voir quand même. Mais t'as couru devant. Ah bah oui, et puis je l'ai couru pour rien, parce que je l'ai pas eu. Et en fait, en leur posant la question, ils l'avaient même pas. Ils ne l'avaient même pas. Ouais. Donc,
Bah c'est un peu bon, bah peut-être à Paris, c'est peut-être sympa sur Paris, mais sur le Havre c'était pas franchement GGN. Hein. Mathieu? Oui, alors en fait justement face à cette polémique discardet, je voulais peut-être citer un disquaire de Fécamp qui s'appelle Plage Sonore qu'on salue, Vincent, qui lui a publié le jour du discardet un message sur sa page comme quoi lui eh bien ne faisait pas le discardet, il appelle même ça le no discardet puisque il estime que les disques souvent qui sont proposés lors du discardet sont hors de prix, qu'on nous vend des éditions spéciales de vinyle exclusives disquaires indépendants qui se retrouvent après finalement quelques semaines dans des grands distributeurs en version normale voilà, à prix moins cher et avec des rééditions douteuses. Et du coup, il y a pas mal de disquaires indépendants qui se désengagent du discardet face aux pratiques commerciales un peu frauduleuses de ce qu'est devenu le discardet à l'heure actuelle. Merci Mathieu, parce que c'est grosso modo mon coup de gueule. Voilà, allez, sujet suivant. Voilà. Non, moi je voulais juste dire qu'il y a des albums que tu t'allais avoir dans les 80, 82 euros, 88 euros, que des fois t'attendais un petit peu et puis tu les retrouvais à 28 euros. Voilà, c'est pas grave. Mais exactement. Donc, discardet, arrêtez vos conneries. Et puis en plus, j'ai oublié un truc, c'est les gens qui achètent au discardet au prix par exemple de 30 euros, je vais dire n'importe quoi, et qui te revendent ça sur d'autres sites style eBay et compagnie à des prix triples. Tombez pas dans ces conneries là les gars, n'achetez pas ces trucs là, c'est une connerie en barre et il faut arrêter. Et puis, tu vois, tu parlais de David Bowie. Même moi, qui ai des disques en pagaille de Bowie, même moi, je m'arrête parce que c'est plus possible. Il est parti, le pauvre, et moi, je suis là, et ça me coûte un bras. Parce que t'as plus de place. Si, j'ai de la place, mais bon, c'est vrai que ça en prend beaucoup. Mais bon, il faut, de temps en temps, je pense, raison garder.
Salut à tous, c'est Shuriken et je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Peace out. Je vous demande de vous arrêter. Ça vous passionne. On vous comprend. Vous en redemandez ? Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Quoique, je vous demande de vous arrêter, c'est aussi des podcasts. Si vous voulez nous réécouter, rendez-vous sur west-track.com. Tous nos podcasts y sont. Alors, je vous demande de vous arrêter en podcast. What else? Voilà, on vient d'écouter un titre. Alors, Earth, Wind & Fire, on le connaît tous, c'est Fantasy, mais repris puisque c'est l'année des reprises par un groupe qui s'appelle HSCC. Et HSCC, ça veut dire Hindley Street Country Club. Yes. Yeah, avec l'accent. Formidable. Yes, indeed. Voilà, donc, et on a eu un petit jingle, un nouveau jingle juste auparavant. On en aura un autre après. On en aura un autre après, ouais. Bien sûr. Ouais, voilà. Ouais, j'ai eu la chance de me retrouver par le pur des hasards à boire un verre. Et j'ai des personnes qui se sont assises à côté de moi. Et puis je me suis aperçu que c'était IAM. Donc je suis allé les voir et on a discuté. Ils sont vraiment très ouverts, très sympas. Et je me suis dit, allez, ils sont là devant moi. Bah, qu'est-ce que je fais ? Je leur demande un jingle. Voilà. Et je leur ai demandé un jingle. Bah, ils ont été tous sympas et ils ont accepté de le faire. Voilà. Donc IAM, c'est ce que je vous disais hors antenne. IAM va faire un très gros concert en 2025. Au Stade Vélodrome pour ceux qui veulent aller sur Marseille. Voilà. Super concert d'ailleurs. Ouais. Super ville aussi, Marseille. Ouais. Moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Marseille. T'as découvert ça ? Oui, Marseille. C'est bon. Marseille, pas IAM parce que bon, c'est pas du tout mon truc. Non, mais bon. Marseille, super. Mais moi je vais te dire, ouvre tes chakras parce que moi non plus je ne suis pas de cette génération-là, la génération du rap. Et pour autant, bah ils assurent. Quoi. Ce que je reconnais, moi j'y suis allé il y a très longtemps à Marseille. Il y a pas loin de 40 ans, hein, ça va faire 38 ans. Ah. Et j'avoue que je me suis dit, plus jamais j'y retournerai, quoi. C'est la seule ville où j'ai vu des voitures doublées sur le trottoir. Oh, maintenant t'as ça au Havre. Ouais, moi j'ai vu ça au Havre d'ailleurs. Moi j'étais sur la piste cyclable entre la voiture et le trottoir et du coup, oui. voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. On vous l'avait promis, on va parler des salaires. Alors tout cela parce qu'en ce moment, il y a deux événements qui défraient l'actualité. Je l'ai bien dit. Hein. On pleure tout de suite ou on attend un peu ? Eh ben on attend un petit peu et puis on va pleurer après. Voilà, on va pleurer beaucoup sur le salaire de Carlos Tavares, qui vous le savez tous, et si vous le savez pas, ben c'est le PDG de Stellantis. Stellantis, c'est Peugeot, Chrysler, ouais. Opel, Alfa Romeo, Fiat aussi. Fiat aussi. Oui, tout à fait. Et donc, pour 2023, rémunération record de 36,5 millions d'euros. En hausse de 56% sur un an. Faut ça. Moi, je vais demander d'être monté de 56%. On va voir la gueule de mon patron. Hein. Déjà 56 euros, tu les as pas. Déjà 56 euros, on les a pas. Alors 56%, je te dis même pas. Voilà. Et donc, ça c'est. D'autant plus que moi, je veux rien dire, mais il a 64 ans, il devrait être à la retraite. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Bon. Et d'ailleurs, on va écouter un petit extrait. Donc. À propos de Stellantis, je vous laisse écouter, on reprend juste après. L'Assemblée générale approuve les rémunérations pour l'année 2023. À plus de 70%, les actionnaires de Stellantis valident la rémunération de leur directeur général, Carlos Tavares. Plus de 36 millions d'euros pour l'année dernière. Un montant qui suscite la polémique, mais qui n'a pas semblé choquer lors de l'Assemblée générale du groupe cet après-midi. Au contraire de ces salariés en région parisienne qui ne cachent pas leur indignation. Il y a ici des salariés qui sont aux alentours de 1300 euros, 1400 euros net, quoi. Donc c'est une insulte. Voilà, sachez que quand même 36 millions d'euros, ça représente 100 000 euros par jour, samedi, dimanche compris, quoi. C'est une aberration. Une rémunération en hausse de 56% par rapport à l'année 2022 est d'autant plus difficile à accepter pour les salariés que l'entreprise a supprimé plusieurs milliers d'emplois dans le monde ces dernières années.
Un salaire lié aux très bons résultats du groupe qui affiche un bénéfice record de plus de 18 milliards d'euros. Carlos Tavares assume cette rémunération. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Et puis au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Ce n'est pas la première fois que le salaire de Carlos Tavares crée la polémique. En 2022, Emmanuel Macron l'avait estimé choquant. Le groupe renvoie lui au salaire de grands dirigeants à travers le monde. Aujourd'hui, la France insoumise et le Parti socialiste ont annoncé vouloir légiférer pour mieux encadrer le salaire des grands patrons. Voilà, alors bon... 100 000 euros par jour. Oui, 100 000 euros par jour, hein. Pas mal. C'est fou, hein. C'est fou. Non, mais qu'est-ce qu'on peut... Enfin, bon, alors vous me direz, il peut sûrement faire quelque chose, mais 100 000... Faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux foutre avec 100 000 euros par jour ? Par jour. Ouais. Bah, ça permet de faire plein de choses, mais à la fin, t'as plus d'envie, quoi. T'as plus de rêve. Bah ouais. C'est quoi les rêves de ce mec-là ? Il peut tout se payer ce qu'il veut. Ça veut rien dire, ce que je viens de dire. Mais de toute façon, l'équation, c'est toujours la même. C'est-à-dire, ils le disent dans l'extrait sonore qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire excellent résultat. On se moque de savoir si on a licencié du monde. Ouais, la preuve, c'est c'était ça. le cas. Donc, les résultats, ils sont très positifs. Donc, il faut accepter cela pour le patron parce que c'est un bon patron qui ramène de l'argent aux actionnaires. Mais l'équation, c'est toujours ça. Ouais, mais sauf qu'un bon patron, pour moi, c'est un patron qui sait partager les bénéfices, pas seulement avec les actionnaires, mais aussi avec les salariés, parce que c'est les salariés qui bossent. Oui, mais lui, le qu'est-ce problème, qu'il fait dans ce truc-là ? Mais le problème, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est les actionnaires qui décident. Oui, Et mais à 70%, ils ont validé. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Et encore, c'est pas le pire. Hein. Je pense que Mbappé, il doit gagner beaucoup plus que non, ça. alors Mbappé, c'est 16 millions de... Ah, c'est pas 16 millions et demi. Hein. 16 millions et demi Ouais, par jour. millions Bon, c'est pas mal. Par an. Je prends quand même. Alors, je ne sais pas si ça pour Moi, Mbappé, non, en fait. pour Mbappé, je ne sais pas si ça contient les contrats publicitaires qu'il a. Je pense pas. Je pense pas. Non. Mais bon, en tout cas de salaire, c'est 16 millions et demi. Voilà. Déjà, moi je trouve que alors, vous m'excuserez parce qu'il y a sûrement parmi vous des gens qui aiment le sport, mais pas moi en tout cas. Non. Alors, excuse-moi, juste 72 millions d'euros en 2024, Mbappé. Oui, quand même. Ouais. Tout ça pour taper dans un ballon. Ouais. À côté de ça, quand on voit la rémunération... Hors prime. Oui, quand on voit la rémunération d'un chirurgien dans le service public, hein, je parle pas des hôpitaux privés, mais dans le service public, qui sauve des vies, sont quand même des gens qui sauvent des vies tous les jours. Et quand on voit le peu qu'ils gagnent par rapport à des joueurs de foot ou un PDG de Stellantis, voilà, moi je trouve ça hyper choquant. Hein. Non, mais le problème, c'est que on fait toujours l'amalgame, on fait toujours le comparatif avec un médecin parce qu'il sauve des vies. Bon, oui, c'est très louable, bien sûr, il a fait des études pour ça, c'est normal qu'il gagne beaucoup plus. Effectivement, il sauve des vies aussi. Des fois, non. Des fois, non. Oui, des fois, non, oui. Mais moi, je parle surtout vis-à-vis du salarié lambda qui gagne le SMIC et qui se fait des journées de dingue et il gagne le SMIC. Ouais. Faut regarder. Et ces gens-là, ils sauvent pas des vies, mais peut-être qu'ils aident des personnes âgées, par exemple. Ils aident des personnes, ils aident des enfants. Ils travaillent en crèche. Il faut se les faire, les gosses, quand même. Ah oui. Quand je te collerai des tartes à tout ça, moi. Ah tiens. Mais tu vois, c'est la démesure, en fait. Nous, ce qui nous choque, c'est cette démesure. C'est incroyable. Tiens, il y avait eu une étude, ils avaient posé la question, à quel salaire mensuel on peut considérer qu'on est heureux, d'après toi? Moi, j'ai été surpris du chiffre. Heureux ou est-ce qu'on... Heureux, on considère qu'on est heureux, qu'on est bien, on se pose pas de questions sur l'argent, on est heureux. Aucune idée. Moi j'ai le chiffre pour avoir le nécessaire pour vivre normalement et avoir un peu d'argent de côté. Ça, je l'ai. Puisqu'on va en parler tout à l'heure, après le prochain disque. Pour être heureux, je sais pas. Bah, on était entre 6 et 7 000. Ah oui. Voilà. Lui. Alors tu vois, j'allais dire 5 être... 000, moi. Ouais. J'allais dire 5 000, honnêtement. Au-dessus, entre 6 et 7. Lui, il doit être très heureux.
Je dirais même très heureux. Ou pas, parce qu'effectivement, il a sa dose d'emmerde avec. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, il faut pas cracher dans la soupe. Voilà. C'est-à-dire, il y a quand même d'excellents patrons qui méritent aussi leur salaire. Oui. Maintenant, moi je trouve qu'à une époque, c'est ce qu'on disait. C'est indécent là. À ce niveau-là, c'est indécent. Oui, c'est démesuré. C'est démesuré. C'est totalement démesuré. Ouais, c'est démesuré. Parce que qu'est-ce qu'il en fait de ce pognon, quoi? Enfin, il peut même pas en dépenser même pas 1% dans l'année, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, il mettrait sur un compte qui rapporterait de l'argent, il aurait besoin de rien faire pour gagner du fric tout le temps, en permanence. Tout à fait. Bon. Mais en plus de ça, il y a un aspect. Alors, c'est un gars, il vit au Portugal en plus. Hein. Donc il est avec des cochons qui rigolent. Donc alors, c'est ça en fait que tu es en train de me dire. Il fait du télétravail, ou alors il a le zinc de la société qui vient l'emmener au bureau, peut-être pas tous les matins, mais voilà. Et il paye ses impôts où, ce mec-là? Non, je disais, dans le pays où les cochons rigolent. Oui, les Portugais. Ah oui, Allez, oui, ça c'est fait, oui, c'est fait. Philippe, je sais plus. Oui, tu sais plus, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Où est-ce qu'il paye ses impôts, ce monsieur? Ah bah au Portugal. Alors, en plus de ça, ce qu'il faut savoir, bon, lui, il est pas au Portugal, puisqu'il est résident portugais, Carlos Tavares. Et en plus, Stellantis, c'est une société qui est juridiquement hollandaise. Ah oui. Oui, parce que le siège est situé en Hollande. Donc, tu vois, les impôts en France, là-dedans, très très peu. Alors, il faut pas oublier quand même une chose, c'est que pour en arriver là, Monsieur Tavares, il a licencié des milliers de gens. Oui, c'est ce qui a été dit. Alors, vous trouvez pas que c'est particulièrement choquant, ça? Il y a plein de choses. Parce qu'il déjà le salaire est choquant, mais en plus, de licencier des gens. Il a été récompensé pour ça, en fait. Eh oui. Il a été récompensé. Donc, mais les politiques sont quand même gênés dans les encoignures. Hein. Oui, mais ils n'ont rien fait pour s'y opposer. Ah non, mais ils feront rien. Hein. Ils feront rien. Ils feront rien. De toute façon, à l'époque déjà, avant la fameuse histoire, on parlait bien de ce que touchait aussi Carlos Ghosn quand il était chez Renault. Hein. Oui. C'était pareil. Oui, c'était pareil. C'était exactement la même chose. Hein. C'était pareil. Hein. Alors, d'ailleurs, pour tenter de désamorcer la polémique, le gouvernement penche plutôt pour l'âme fiscale, mais attention, au niveau international et non pas hexagonal. Donc, ils peuvent se lever de bonne heure, quand même. On n'est pas taxé. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que les politiques, ils croient pas qu'on voit où ils veulent en venir. Enfin, je veux dire, ils obtiendront jamais une réponse fiscale au niveau international. Faut pas rêver, quoi. Faut pas rêver. Est-ce que ça serait pas possible qu'il paye des impôts en France pour ce qu'il gagne en France, au Portugal pour ce qu'il gagne au Portugal, aux États-Unis pour ce qu'il gagne aux États-Unis, etc. quoi. Oui, donc c'est une sorte d'impôt à la source, quoi. Oui, c'est ça. Alors, sauf que fiscalement, Stellantis, c'est une société située en Hollande. Oui, mais alors voilà. Comme ça, il n'y aurait plus de problème. Oui, mais comme ça, quel que soit l'endroit où est installée l'entreprise, même si c'est un paradis fiscal, ils payent des impôts parce qu'ils vendent en France et ils payent des impôts parce qu'ils vendent donc on prélèverait sur les ventes, en fait. On prélèverait sur les ventes. Sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas l'ISF, parce qu'ils ont toujours peur à chaque fois que la personne se barre ailleurs, tout simplement. Oui, mais là, elle pourrait se barrer ailleurs, ça serait pareil. Oui, dans ton cas de figure, oui. Mais je pense que c'est pas possible. Oui. Parce qu'en fait, qu'on veut pas. Non, c'est parce qu'il faudrait l'accord avec tous les pays. Je te dis pas. On a déjà du mal à se mettre d'accord sur. Il y a plein de pays qui diraient OK. Les seuls qui diraient non, c'est les paradis fiscaux. Donc ils vont se faire foutre. Alors il y a un certain nombre. Il y a un certain nombre d'agences. Il y a un certain nombre d'agences de conseil aux investisseurs qui ont recommandé de ne pas voter cette rémunération là. Donc pour ce monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on en pense? De toute façon, ça sera jamais fait. Donc l'un dans l'autre. C'est-à-dire, moi j'ai un problème avec ce sujet, sincèrement. C'est que on pense tous la même chose. Nous, à notre humble niveau, on pense un peu tous la même chose. Bien sûr. Mais on sait aussi que qu'on peut rien faire. Qu'on parle, mais c'est un vœu pieux et que on pourra rien faire et rien ne changera.
Donc, de toute façon, à chaque fois, t'as pas remarqué, on est quand même dans une société de démesure. C'est-à-dire aussi bien dans les salaires que dans notre vie sociétale. C'est au pire du pire. C'est celui qui va gagner plus. Bah, moi, je le disais la dernière fois, quand tu vois aujourd'hui que les jeunes, ils ont envie d'être influenceurs, par exemple. Ouais. Ça veut dire quoi, in fine ? Ça veut dire essayer de faire un travail qui nous plaît. Bon, on aime bien, tu sais, dans la mode notamment, on montre les dernières créations, voilà. On gagne de l'argent, bref, on fait pas grand-chose, quoi. Oui, on gagne de l'argent facilement. Voilà, et on gagne beaucoup d'argent. Mais c'est le rêve de tout le monde. Donc, en fait, quand on parle de ça, quand on montre ça à la télé, bah, en fait, on est en train de leur expliquer, bah, vous voyez les gars, on est capable de gagner beaucoup d'argent sans faire grand-chose. Sauf que là, par contre, là, je rejoins ce que disait Philippe. Quand tu es patron de ce type d'entreprise, je pense que les responsabilités, elles sont quand même très importantes. Enfin, je pense aussi qu'il a plein de mecs à côté de lui, mecs et nanas d'ailleurs, à qui il délègue beaucoup de choses. Et honnêtement, je pense que lui, il fait pas grand-chose. Il a peut-être les emmerdes, il a peut-être les soucis, mais en termes de boulot à proprement dit, à mon avis, c'est la coule douce. Quoi. Diriger ses délégués, c'est bien de s'entourer. Tout à fait. Ça. Donc voilà, s'il a trouvé ses bons collaborateurs et collaboratrices, c'est type. Fatigué de me trouver dans ce monde connecté où plus rien ni personne ne peut nous échapper. Plus de secrets, plus une ombre, pas plus d'intimité. Faut-il s'en réjouir ou bien s'en inquiéter? Comment vivre et rêver dans ce monde imposé? Je cherche la lumière dans ce monde connecté. Je supporte la pression, la terreur et les cons. C'est un poids bien pesant que ces menaces indéterminées qui nous tiennent par la peur pour mieux nous diviser. Comment vivre et aimer dans ce monde imposé? Cherche une raison d'espérer dans ce monde surveillé. Comment vivre et aimer? Donne-moi une raison d'y arriver. Malgré les guerres, les intérêts et les atrocités. Aimer les autres, oui, et bien plus que jamais. Et continuer à se révolter contre barbarie, bêtises et PIB. Comment vivre et rêver dans ce monde divisé? Cherche une raison d'espérer dans ce monde imposé. Dans ce monde en danger.
Salut, c'est Akhenaton. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, alors, un disque de Gérard Lanvin. Oui, Philippe, disque de Gérard Lanvin, le choix de Philippe. Alors, pourquoi Philippe je trouvais que ça résumait bien notre monde d'aujourd'hui, déjà. Et puis alors, Gérard Lanvin, parce qu'on l'a eu en interview il y a quelques temps déjà. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais vachement apprécié cette interview. J'avais trouvé ça très, très chouette de faire ça avec lui. Et j'avais pas pu aller le voir en concert parce que ce jour-là, je pouvais vraiment pas. Mais je vous garantis que si un jour il revient, j'irai le voir parce que j'ai acheté son disque et ça fait vraiment envie, quoi. Ça fait vraiment envie. Et je trouve que c'est vraiment ce morceau, il résume bien, tout ce qu'on dit aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors, oublie pas non plus Manu Lanvin, son fils, qui sur scène, il fait le show, sincèrement. Ça a été... Parce que moi, j'ai eu la chance de le voir, et franchement, il fait super bien le show. Je crois que je peux donner une petite exclusivité, c'est pas encore confirmé, mais Manu Lanvin sera en concert à Bolbec le 21 juin. Oh, super. Voilà. Bolbec. Super. Ouais. Attention. Bolbec. Attention, j'ai la cloche. J'ai rien dit, j'ai juste dit... T'as vu les gros yeux? Pourquoi t'habites Bolbec? Non, mais je suis originaire de là-bas. Voilà. Tout s'explique. Voilà. Et voilà. Allez, merci. C'était Je vous demande de vous arrêter, la dernière. The last but not the least. Voilà. Alors, on va continuer notre sujet sur la santé et on va vous faire écouter un petit élément sonore. Alors on appelle ça le salaire décent. Ça, c'est quand on suit la nomenclature définie par les Nations Unies. La logique chez nous, c'est permettre à une famille de 4 membres sur un salaire d'avoir suffisamment pour aller au-delà de la nourriture, du logement, mais aussi avoir accès à du loisir, des vacances, du transport et de la culture. Un montant décent qui représente entre 1,5 et 3 fois le salaire minimum, détaille Floriane Viala, directrice de la rémunération de Michelin. Pour la France, on est autour de 39 000 euros de salaire annuel brut pour Paris, la région parisienne, ce qui représente un peu moins de 2 fois le SMIC. Et pour Clermont, sans surprise, on est un peu plus bas, on est autour de 25 600, ce qui est en gros 20% au-dessus du SMIC. Une différence qui tient essentiellement au prix des logements. Voilà, donc ça pouvait pas